Bonjour, je vous retrouve pour cette deuxième partie de tuto sur la notion des heures supplémentaires. Je pars du principe que tout ce qui a été vu la dernière fois en matière de définition de la notion de décompte des heures, de valorisation, de paiement des heures et des majorations ou de repos compensateur, de placement sur le bulletin a été vu. Nous allons donc passer maintenant sur l'étude des heures supplémentaires quant à la réduction de charges salariales, l'exonération d'impôt sur le revenu et la déduction dont un employeur peut bénéficier. Nous finirons le tuto sur un bulletin, le bulletin de Camille Isole que nous aurons vu pour décembre, et je vous expliquerai les différentes parties de tout ce qu'on a vu sur ces deux tutos. A tout de suite! Commençons par voir la réduction de charges salariales au bénéfice du salarié qui a réalisé des heures supplémentaires qui sont payées sur son bulletin de paye. Le dispositif est issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Il n'est pas sans rappeler le dispositif TEPA qui avait été mis en place en 2007. S'agissant des heures et du personnel concerné par ce dispositif de réduction de charges salariales, je vous renvoie au site de l'URSSAF sur le sujet. Il aurait été trop long de revenir sur toutes les définitions, particularités qu'il peut y avoir à ce sujet-là. Je vous invite donc à le lire pour pouvoir appréhender toute la notion. Que pouvons-nous dire, nous, en plus ? Eh bien que la réduction s'applique à la rémunération de l'heure supplémentaire et à sa majoration. Qu'en matière de majoration, il y a quand même des limites et que ces limites sont les taux prévus par convention collective ou accord collectif, ou à défaut, les taux de droit commun que vous connaissez, 25% pour les 8 premières heures, 50% ensuite. Le taux de la réduction a été précisé par décret et il est égal à l'addition de la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse qui sont d'origine légale et conventionnelle, ce qui veut dire URSSAF et qui veut dire Agirc-Arrco. Le taux maximal a été défini à 11,31% et ce taux est obtenu par l'addition des taux de cotisation salariale d'assurance vieillesse en URSSAF, 0,40 et 6,90, et en contribution Agirc-Arrco, 3,15 et 6,86 en retraite et CEG. Là encore une fois, je vous renvoie au site de l'URSSAF, qui a plusieurs parties bien faites sur le sujet et que je vous ai placées à chaque fois dans l'étude de ce tuto. Également, site du service public. Dans ce dispositif, il faut faire attention à deux cas particuliers. Et le premier cas particulier, c'est celui du salarié qui est rémunéré au-dessus du plafond de la sécurité sociale. Parce que là, le taux de la réduction qui sera applicable est un taux calculé. Et il est calculé en fonction d'un taux moyen. Je vous montrerai en fin de tuto un article qui a été fait dans lequel il y a un exemple afin que vous matérialisiez bien les choses. Deuxième cas auquel il faut faire attention, l'apprenti qui aurait une rémunération supérieure à 79% du SMIC. Pourquoi ? Parce que jusqu'à 79%, le salarié est exonéré de cotisations. Au-delà, il paye ses cotisations comme tout à chacun salarié. De ce fait, il pourrait ouvrir droit à la réduction. Là encore, dans ce même article que je vous mettrai en fin de tuto, vous verrez un exemple afin de bien matérialiser la chose. S'agissant des contrôles qu'il pourrait y avoir, eh bien l'employeur a l'obligation de tenir un document de suivi de la durée du travail ou bien un document récapitulatif. Ensuite, et enfin sur cette réduction, nous pouvons dire qu'elle doit apparaître sur le bulletin de paye. Cependant, les maquettes de bulletins qui sont désormais officielles n'ont pas été refaites
De ce fait, on peut imaginer que nous avons une certaine liberté dans la présentation des choses. Je vous invite quand même à suivre l'actualité, mais ça j'en ai aucun doute puisque vous aurez bien compris que la veille sociale est un préambule indispensable dans nos métiers et donc de suivre cette information, à savoir est-ce qu'un jour, est-ce que l'année prochaine ou dans les années à venir, on nous imposerait un traitement particulier sur le bulletin pour cette réduction. Voilà ce que nous pouvons dire sur la réduction de charges salariales au bénéfice du salarié qui a fait des heures supplémentaires et nous allons passer maintenant à l'étude du point exonération d'impôt sur heures sup au bénéfice du salarié. Les heures sup payées sur le bulletin de salaire du salarié, c'est également une exonération d'impôt sur le revenu au bénéfice de ce salarié. Nous allons donc faire un petit résumé des éléments importants à connaître à ce sujet. Première chose, quelles sont les heures éligibles ? Eh bien, ce sont les mêmes que celles qui ouvrent droit à la réduction de cotisation salariale. Donc, si vous avez été prendre connaissance du site de l'URSSAF que je vous ai mis en référence dans le tableau d'avant, il n'y a aucun souci, vous savez de quoi je parle. Deuxième chose, l'exonération concerne la rémunération de l'heure et sa majoration, de la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure pour la réduction de charge. Ensuite, on peut dire que le dispositif fiscal, qui est donc l'exonération d'impôt sur le revenu, s'applique dans les mêmes conditions que le dispositif de la réduction qu'on a vu juste avant pour les charges salariales. Même chose, si vous avez été prendre connaissance de tous les sites que j'ai mis en référence, aucun souci pour vous. Ici, on est dans du fiscal, on est donc dans le Code général des impôts, et c'est l'article 81 quater qui fixe la limite annuelle de 5 000 € d'exonération d'impôt sur le revenu en matière d'heures supplémentaires. Cette rémunération, ce montant de 5 000 € est indiqué en rémunération nette imposable. Si on fait une traduction en brut, ça donne 5 358 € par an. Précisons que ces montants ne sont pas proratisés en cas d'entrée et de sortie en cours d'année du salarié. C'est un montant global dont bénéficie le salarié, quelle que soit sa date d'entrée ou sa date de sortie de l'entreprise. Précision sur les salariés multi-employeurs. Les employeurs n'ont pas à vérifier un montant global qui serait acquis chez chacun d'eux. Chez chacun, l'employeur applique la limite d'exonération de 5 358 €. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas une vérification et une régularisation. On n'est pas en train de dire que les salariés multi-employeurs bénéficient d'une enveloppe supérieure. Mais on suppose que l'administration régularisera les choses à l'occasion du calcul de l'impôt sur le revenu via la déclaration d'impôt du salarié ou via les déclarations DSN de l'employeur. Je vous indique 2 sites internet qui reprennent des précisions sur cette exonération d'impôt sur le revenu et qui ont traité de cette nouveauté 2019 en matière d'heures sup. Le site qui s'affiche actuellement de DSN-info, c'est une fiche qui est particulièrement bien faite et qui vous donnera des exemples de calcul d'exonération d'impôt sur le revenu. Je vous invite donc vivement à aller en prendre connaissance, toujours pour le même objectif, pouvoir matérialiser avec des exemples concrets les notions qui s'affichent et qui vous sont données. Voilà, pour ce deuxième tableau, je vous retrouve tout de suite pour la notion de déduction de charges patronales sur heures sup. Sous condition, un employeur peut bénéficier d'une déduction forfaitaire de cotisation patronale. La première de ces conditions est relative à son effectif. Il doit avoir un effectif de moins de 20 salariés. J'attire votre attention sur l'importance de la notion d'effectif en droit social. Il y a l'effectif droit du travail, l'effectif droit de la sécurité sociale et il y a la loi Pacte qui va modifier beaucoup de choses
en date du 1er janvier 2020. J'attire votre attention sur prendre connaissance de tous ces éléments et de cette loi-là. D'accord ? Les heures et les jours qui sont concernés par ma déduction forfaitaire, je vous renvoie au site de l'URSSAF, parce que principe, exception, particularité aurait été trop long à reprendre ici, donc je vous renvoie au maître du sujet. Nous pouvons quand même retenir que nous avons donc des limites et des conditions d'application à cette déduction forfaitaire. La première, c'était donc les fictifs. La deuxième, jours et heures concernées, je vous renvoie à l'URSSAF. Lorsque je peux en bénéficier, de combien est son montant ? Le montant est de 1,50 € par heure supplémentaire. Mais il n'y a pas que les salariés en heures qui peuvent être concernés, il y a également les salariés en jours au forfait qui auraient renoncé à un certain nombre de jours qui seraient rémunérés sur le salaire, et l'employeur peut alors bénéficier de 10,50 € par jour de repos auquel le salarié a renoncé, qui est payé sur le bulletin. Les 10,50 € sont obtenus par la moyenne de 7 heures multipliée par 1,50 €, moyenne qui a été officiellement décidée. Lorsque l'employeur peut bénéficier de cette déduction, il doit tenir à disposition des inspecteurs du recouvrement certains documents. Les heures qui peuvent faire bénéficier de cette déduction à l'employeur, par principe, sont les heures qui sont réellement effectuées. Je vous renvoie à la circulaire précisant ce sujet-là. Mais dans les faits, un salarié peut être concerné par des absences. Des circulaires sont donc venues préciser le sujet, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand un texte est voté et applicable, il ne prévoit pas forcément tout, et donc des circulaires peuvent ensuite venir préciser ce qui nous concerne dans les faits, et tous les cas particuliers que nous pouvons rencontrer. Vous avez donc un certain nombre de circulaires avec des questions-réponses qui sont très précises sur le sujet, et que je vous invite à prendre connaissance. S'agissant des pauses, du temps d'habillage, des heures de délégation ou d'autres temps qui seraient assimilés et entraînant des heures supplémentaires, je vous renvoie également à 2 circulaires avec des questions-réponses pour savoir quelle attitude retenir vis-à-vis de la déduction forfaitaire, applicable, pas applicable. Petit focus sur les heures supplémentaires structurelles. On a vu qu'une entreprise peut avoir un horaire collectif qui est supérieur à 35 heures, exemple 39 heures. Alors, ces heures supplémentaires, il a le choix de pouvoir les mensualiser en paiement. Eh bien, la déduction peut être calculée sur la base de ces heures sup mensualisées sans aucun problème. La question s'est posée, en cas d'absence du salarié et qu'il y a maintien de salaire, comment on fait ? Déduction, pas déduction ? Eh bien, la circulaire et la lettre circulaire ACOS qui s'affiche sont venus répondre au sujet. Et donc oui, on peut appliquer la déduction. S'agissant de l'absence avec maintien partiel ou sans maintien de rémunération, là il faut intervenir et corriger la rémunération des heures supplémentaires ouvrant droit à déduction. Là encore, une circulaire s'affiche. Et il faudra donc proratiser le nombre d'heures supplémentaires structurelles par un rapport qui est à l'écran. Le rapport rémunération à la charge de l'employeur divisé par rémunération habituelle. Et là, je vous renvoie à une information de 2008 sur le sujet de l'URSSAF. Enfin, je clôture ce tableau par le site de l'URSSAF et le lien qui est en rapport avec cette déduction forfaitaire et qui reprend tous les principes, les conditions, les exceptions, les montants que vous aurez en plus détaillé que ce que je viens de synthétiser sur ce tableau-là. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour un nouveau tableau. Dernière notion sur ce tuto des heures supplémentaires, c'est qu'elles sont prises en compte dans le calcul du SMIC de référence pour la réduction générale de charges patronales. Je n'en dirai pas plus ici,
puisque ce sera l'objet d'un tuto entier. Simplement, je le mentionne quand même. Ensuite, j'indique la référence de l'instruction ministérielle du 29 mars 2019 qui a apporté beaucoup de précisions sur le dispositif qui avait donc été voté par la loi de financement de 2019. Donc prenez-en connaissance si vous avez des questions, des interrogations par rapport aux heures sup qui vous concernent. Enfin, je vous mets la référence de l'article dont je vous ai parlé qui s'affiche à l'écran, mais que je vais tout de suite aller parcourir avec vous pour que vous voyez à quel point il est intéressant et qu'il pourrait répondre par des exemples concrets à différentes notions et différents principes que j'ai énoncés sur les différents tableaux de ce tuto. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour parcourir cet article à l'écran. Je souhaitais donc revenir en direct avec vous sur l'article dont je vous ai donné les références à la fin du tableau précédent. Cet article est très intéressant pour plusieurs choses. La première, il a été écrit après que l'instruction de mars 2019 soit parue, donc il en tient compte. Vous aurez dans cet article tous les points qui peuvent vous intéresser s'agissant des temps concernés, mais c'est pas autant pour ça que je vous l'indique, c'est surtout parce qu'il va vous donner des exemples pour matérialiser tout ce que j'ai pu vous donner dans le tuto. Exemple, on va vous matérialiser les choses pour un salarié qui est en heures supplémentaires structurelles. Donc là, vous avez à l'écran un exemple pour un salarié qui a des heures sup structurelles. Comment ça se passe ? Ensuite, vous allez avoir différents éléments dont forcément je vous invite à prendre connaissance, mais un autre exemple pour un cas particulier sur lequel j'attirais votre attention, l'apprenti qui aurait une rémunération supérieure à 79% du SMIC. J'ai attiré votre attention tout à l'heure que c'était un cas particulier. Et bien là, vous avez un exemple de traitement, comment ça se passe. Ensuite, si on descend, on va avoir un autre exemple important, celui du salarié qui a la rémunération dépassant le plafond sécurité sociale. Autre cas particulier sur lequel j'avais attiré votre attention dans le tuto sur le tableau réduction des charges salariales. Et là, vous avez un exemple. Comment ça se passe ? Pour définir le taux, je vous avais dit, c'est un taux moyen qui est calculé. Et bien voilà, là vous voyez que ce n'est pas le taux de 11,31% qui va s'appliquer, mais un taux qui aura été calculé. Et bien là vous avez l'exemple de comment on a fait pour calculer ce taux qui est applicable. Et vous avez toute la précision sur la CSG, CRDS et les heures supplémentaires, puisque l'instruction a précisé que la CSG, on ne pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut donc pas avoir de CSG déductible, puisqu'on a à la fois un principe de réduction de charges et d'exonération d'impôt sur le revenu. Mais ça, je vais vous le faire revoir sur le bulletin, puisque maintenant nous allons reprendre l'exercice que nous avions commencé dans la partie 1 du tuto sur Camille Isole. Je vais faire son bulletin de décembre et nous allons voir sur un bulletin en entier les différentes parties de la première partie du tuto et de la deuxième partie du tuto sur toute la notion des heures supplémentaires et des charges, comment ça se passe sur le bulletin de salaire. Voilà, donc je vous invite vivement à prendre connaissance de cet article très intéressant qui est à l'écran et dont vous avez les références sur le tableau d'avant parce que vous aurez beaucoup d'exemples et des précisions sur la notion. À tout de suite. Nous allons donc reprendre notre salariée Camille, pour laquelle nous avons déjà traité les heures de septembre, octobre et novembre, mais on les a traitées en brut et on les a traitées en contingent. Là, nous allons lui donner les horaires qui s'affichent pour le mois de décembre et je vais établir son bulletin de paye pour vous montrer et résumer toutes les notions que nous avons vues sur ces deux tutos relatifs à la notion des heures supplémentaires. La précision qu'elle a pris ses repos obligatoires semaine 50, c'est neutre pour vous,
puisque elle a fait 35 heures, donc ça ne vient rien du tout impacter sur ce que vous avez à faire. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la correction et la mise en image de son bulletin de salaire. Pour finir ce tuto et boucler sur la notion des heures supplémentaires, rien de mieux que de réaliser un bulletin dans son ensemble pour synthétiser et globaliser toute la notion sur le document final sur lequel ça sera représenté. Donc, avec les éléments de décembre qui m'étaient donnés, j'ai dégagé, décompté, valorisé les heures supplémentaires. Sur la semaine du 2 au 8, j'avais 4 heures à 25%. Sur la semaine du 16 au 22, j'avais 8 heures à 25% et une demi-heure à 50%. Une demi-heure qui est valorisée à 0,50. On est d'accord, vous connaissez la notion de temps en paye. On est relatif à 100 et non pas relatif à 60. Ensuite, j'ai valorisé les heures qui ont été faites sur la semaine où il y a Noël. Et donc, j'ai 5 heures au taux normal, puisque dans les conditions initiales que nous avions données dans le tuto 1, il était bien indiqué que l'entreprise prenait la position de la Cour de cassation, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un jour férié et des heures faites en plus sur les autres jours, ce ne sont pas des heures supplémentaires à proprement parler, mais des heures qui sont payées au taux normal. J'obtiens donc son salaire de base, mensualisé, puisque c'est une salariée qui entre dans le champ de la mensualisation. C'est un temps complet, donc 151h67. 35 multiplié par 52/12e. Ok. Les heures au taux normal, les 5 heures qui ont été effectuées la semaine de Noël. D'accord. Ensuite, j'ai mes heures à 25% et à 50% pour 12 et une demi-heure. D'accord. Ceci me donne sa rémunération brute. Je vais donc maintenant voir comment ça se passe au niveau des différentes notions encore de bulletin que nous avons vues par rapport aux heures supplémentaires en matière de déduction et de réduction. Là, je vois aussitôt à l'écran que j'ai la notion de déduction forfaitaire pour employeurs de moins de 20 et j'ai donc 12h50 à 1,50 € qui me donne une somme de déduction. Pourquoi je n'ai que 12h50 ? Les 5 heures qui ont été faites la semaine de Noël, si je ne les paye pas en tant qu'heure sup, si je ne les traite pas en tant qu'heure sup à un endroit, comme ici en brut, je ne vais pas les traiter en tant qu'heure sup ailleurs. Par conséquent, je n'ai que les réelles heures sup considérées et traitées comme des heures sup en déduction. J'ai bien ma déduction forfaitaire patronale que nous avons vue tout à l'heure. Maintenant, je vais voir si j'ai bien traité ma partie réduction de charges salariales au bénéfice du salarié. Et là, je vois que ça va être sur cette ligne-là. Je vais donc vérifier deux choses. La base, le taux. La base, même chose que pour la déduction. Je ne vais traiter en base que les heures que j'ai réellement considérées et payées comme des heures supplémentaires. J'ai donc un montant de 160,50 plus 8,03 qui doit me servir de base à ma réduction. J'ai bien 168,53 € en base de réduction. Je suis nickel en base. Je vérifie maintenant le taux applicable. Je vais donc vérifier est-ce que je suis dans un salarié normal, entre guillemets, ou est-ce que je suis dans un cas particulier. On n'est pas dans un apprenti, existe la notion d'apprenti. Le deuxième cas particulier que nous avons vu, c'est les salariés qui ont un salaire supérieur au plafond Sécu. En l'occurrence, mon salarié est largement en deçà du plafond Sécu, et même si nous avons vu ensemble que les payes de septembre à décembre, j'ai traité la salariée d'une manière à ce que son plafond annuel de sécurité sociale par rapport à son brut, on est largement inférieur. Par conséquent, ce n'est pas une salariée qui est concernée par un taux moyen calculé, parce que nous avons le taux ordinaire de 11,31. Si nous avions eu un salarié qui est supérieur au plafond Sécu, nous aurions eu un taux moyen calculé, comme je vous l'ai indiqué dans le tuto. Deuxième moyen de vérifier que ce taux est bon, deuxième axe pour lequel il faut vérifier, c'est les taux de cotisation qui sont globalisés pour donner ce taux de 11,31. Nous avons vu ensemble que c'est l'addition des taux légaux et conventionnels obligatoires. Nous avons les taux vieillesse URSSAF qui sont ici, qui sont conformes au droit commun, pas de problème. Et nous avons ici les taux
Agir Carco, qui sont aussi de droit commun, parce que si j'avais eu des taux en retraite pour le salarié inférieur à ce taux de droit commun, alors je n'aurais pas eu 11,31, mais j'aurais eu moins. D'accord ? Donc voilà, j'ai bien ma réduction au bénéfice du salarié qui va se situer ici. Et donc, le salarié ne paiera pas, aura une réduction sur toutes les charges qu'il doit du montant de 19,06 €. Autre partie pour lesquelles les heures supplémentaires ont une importance, la notion de CSG déductible, non déductible. Comme je vous l'ai montré dans l'article à l'écran tout à l'heure, la CSG n'est pas déductible pour le montant des heures supplémentaires. Pourquoi ? Parce que ce montant-là, 268,53 €, ne va pas se retrouver dans le net imposable du salarié. D'accord ? Plus, il y a une réduction de charge. On ne peut pas tout cumuler. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Par conséquent, la CSG qui va être appliquée sur le montant des heures supplémentaires ne sera pas déductible du net imposable. D'accord ? Ce qui veut dire que ici, la base, pour ceux qui connaissent les calculs des bases CSG, prend en compte la totalité des éléments de rémunération. En revanche, dans le calcul de mon net imposable, j'ai bien neutralisé la partie heures supplémentaires, la partie base de rémunération des heures supplémentaires, pour que la CSG déductible ne soit pas du coup déductible dans le net imposable. Ok ? Donc voilà tous les éléments que je voulais vous apporter pour le traitement des heures supplémentaires. Vous aurez donc retenu que les heures supplémentaires, c'est des notions, des définitions, un décompte des heures, un paiement des heures selon des taux ou bien un repos compensateur de remplacement. Je fais attention à mes conditions loi, à mes conditions convention collective, éventuellement à mes conditions accord collectif. Une fois que j'ai traité la partie haut de bulletin, je n'oublie pas de suivre non plus le contingent d'heures supplémentaires, lequel m'est applicable, pour pouvoir suivre est-ce que j'ai des repos obligatoires. Ensuite, une fois que j'ai traité le brut, le contingent, eh bien je vais m'occuper de la partie réduction-déduction. Est-ce que mon employeur est un employeur qui peut bénéficier de la déduction forfaitaire ou pas ? Je fais attention aux effectifs, je fais attention aux conditions que doivent remplir et l'employeur et les heures pour en bénéficier. Du même genre, je fais attention à la réduction de charges au bénéfice du salarié. Quelles sont les heures qui peuvent en bénéficier ? Quel est le taux ? Dans quelle catégorie entre mon salarié pour calculer cette réduction ? Et enfin, je fais attention à tout le côté CSG, CRDS et au calcul du net imposable. Je fais également attention à ma réduction d'impôt sur le revenu, à mon exonération d'impôt sur le revenu. Là, en l'occurrence, ma somme de 168,53 n'est pas soumise à impôt sur le revenu. Et ça, dans la limite de 5 000 € en valeur de rémunération nette fiscale. Voilà tous les points que vous devez maîtriser quand vous gérez la notion des heures supplémentaires d'un salarié. J'espère que ces tutos vous en auront appris plein et que vous serez à l'aise sur la notion. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir tous les sites que je vous ai mis en référence parce qu'il y a encore plus d'exemples que ceux que j'ai pu vous apporter dans mes différents tutos. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt!